Salut à tous, c'est une tradition, les week-ends de la fin du mois de septembre sont consacrés à notre héritage matériel et immatériel. Focus dans cette émission au bien hérité des femmes, femmes plurielles évidemment. Pour la troisième fois, à Bruxelles, les journées du patrimoine, désormais appelées Heritage Days, seront suivies par les journées du matrimoine. Et cela grâce à une poignée de personnes engagées, dont vous, Apolline Vranken. Vous faites partie de cette ASBL, ce collectif L'Architecture qui dégenre. Et c'est à votre initiative qu'on organise des journées du matrimoine. Donc la particularité, c'est le patrimoine, oui, mais celui hérité des femmes. Exact. Donc depuis 3 ans, on avait vraiment cette volonté de montrer que la ville, mais pas seulement, l'histoire, n'a pas été qu'écrite par des hommes. Et que donc il y a toute une série d'acteurs et d'actrices qui ont été invisibilisés malheureusement. Et donc nous, on travaille à leur visibilisation et leur valorisation pendant 3 jours fin septembre. Alors il y a le matrimoine historique et puis le matrimoine contemporain. Et pour cela, autour de cette table, on va parler de plusieurs activités qui seront présentes lors de ces grandes journées du matrimoine, notamment avec Mélanie Cao. Bonjour. Vous vous considérez comme militante asio-féministe et vous écrivez des articles, vous faites des podcasts notamment. Ce sera à ça que sera consacrée votre activité, des écoutes de témoignages de femmes asio-descendantes qui vivent des discriminations finalement dont on parle très peu dans l'espace public. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, il s'agira d'un format un peu hybride, à mi-chemin entre la conférence et l'écoute d'extraits de témoignages de personnes qui s'identifient comme femmes ou comme minorité de genre d'origine asiatique en Belgique. On aura la chance d'en écouter un extrait tout à l'heure. Vous nous en direz plus à ce moment-là. Camille Kervella, bonjour. Vous faites partie aussi de l'architecture qui dégenre et vous apportez dans cette équipe l'aspect queer, si je puis dire, avec une activité que vous allez présenter, c'est Queering Bruxelles. Alors, en un mot, est-ce qu'on peut définir queer pour nos téléspectatrices dans cette émission rapidement? Comment vous le décrivez? Alors en un mot, je pense pas qu'on puisse le définir, mais ça va être un terme qui permet à beaucoup de personnes de s'identifier en dehors des schémas traditionnels de hétéropatriarcal. Donc quand notre genre ne correspond pas forcément à celui qu'on nous a assigné à la naissance et que notre orientation sexuelle n'est pas hétéro, on peut se définir comme queer. Exactement. Et il y a un aspect aussi militant, résistant dans cette formulation. On aura l'occasion d'en parler. Et puis en face de vous, dernière invitée pour ce soir, Salomé Corvalan. Vous faites partie de cette association MAC and Transmettre. Ça se situe au Circularium pour le moment. C'est un textile lab, donc ici on va travailler des mains, c'est ça aussi le matrimoine, l'artisanat, une équipe féminine quasiment à 100%. En un mot, ça existe depuis combien de temps, Mac and Transmettre, et depuis combien de temps vous faites parce que c'est faire des tapis aussi notamment. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on existe depuis 1 an et demi. Et on s'est articulé au départ sur la technique du tuff, donc c'est une technique pour faire du tapis. Et on est une équipe de 4 à l'organisation de cette ASBL. Il y a 2 designers textiles, et puis après il y a une designer industrielle et une communicatrice socio-éducative, donc un beau panel, et que des femmes. Ouais. Pour faire des activités liées au textile. On va y revenir tout à l'heure, bien entendu. Avant ça, j'aimerais qu'on fasse un mot sur les Heritage Days. Ce ne sont plus les journées du patrimoine à Bruxelles qui s'organisent le week-end qui arrive. Ici, les Heritage Days, Apolline Vranken, c'est une bonne chose que ça ait changé de nom et que le mot patrimoine ne fasse plus partie de cette dénomination. Alors oui, pour nous c'est une bonne chose effectivement, puisque ça permet d'inclure en général plus seulement la question de l'héritage du père, mais quelque chose de plus englobant. Toutefois, ça suffit pas de changer de nom, il faut aussi travailler à la programmation, et c'est pour ça que les journées du matrimoine sont encore et toujours nécessaires. Est-ce qu'on ne devrait pas les intégrer dans ces Heritage Days? Est-ce que c'est important qu'elles gardent leur identité propre le week-end d'après?
Alors pour l'instant, pour moi, pour l'équipe, ça a du sens qu'elles gardent leur identité propre parce que identifier le matrimoine, c'est d'une certaine façon identifier le problème, mais aussi la solution. Il faut encore être proactive et proactif pour justement raconter ces histoires-là. Et donc c'est un petit peu la même chose que le féminisme, hein, tant qu'il le faudra. Journée du matrimoine, tant qu'il le faudra. Alors, les journées du matrimoine, c'est le week-end du 24 septembre. Les héritages D, ça commence un peu plus tôt le week-end d'avant. Et vous serez présente notamment pour faire votre dernière visite. On vous a connu à cet endroit-là, au Béguinage, à Bruxelles, où vous nous présentez la vie des Béguines, parce que c'est l'objet de votre mémoire, c'est l'objet de beaucoup de travail qui a fait tout ce que vous faites aujourd'hui, finalement. Même s'il y a eu plein d'autres choses, ça vous a marqué. Et vous allez présenter cette dernière visite. On est déjà venu vous rencontrer lors d'une visite. Je vous propose d'écouter un extrait. À l'époque, au XIIe siècle, quand le mouvement béguinal apparaît, les femmes n'ont d'autre choix que d'être soit épouses, soit sœurs. Et les béguines inventent une espèce de mode de vie alternatif entre les deux, où elles ne font pas vœu de pauvreté ni de chasteté, et donc elles sont indépendantes économiquement et elles peuvent quitter la communauté quand elles en ont envie, en fait. Les béguines, c'est vraiment un mouvement de bâtisseuses. Elles vont construire des hôpitaux, des moulins, des maisons, poser les premières règles urbanistiques. Donc c'est vraiment un mouvement très innovateur sur ce plan-là. Les béguines avaient soit des réfectoires, des hôpitaux, mais aussi des salles où les décisions se prenaient avec le groupe. Elles ont vraiment créé l'ancêtre des assemblées générales. Ça peut être ces lieux communautaires ou alors en fait simplement les béguinages classiques ont souvent un jardin central, une cour et les maisons qui se développent tout autour. Ça va créer des connexions visuelles. Ça, c'est une visite qu'on pourra faire lors des Héritages Days, anciennement journée du patrimoine. Donc ça veut dire aussi que Urban Brussels, qui s'occupe, c'est le volet public de la région bruxelloise qui s'occupe de ces journées, vous laisse la place en tant que femme avec votre projet, avec les journées du matrimoine. Ils vous soutiennent, vous vous sentez soutenue là-dedans? Alors on est financièrement soutenu, matériellement soutenu, à la fois par Urban Brussels, aussi par Equal Brussels. Ça, c'est aussi chouette de rappeler que c'est vraiment une articulation entre ces deux institutions. On est aussi soutenu par d'autres personnes, mais donc oui, je pense qu'il y a une écoute, une oreille attentive de ce côté-là. Il y a la volonté de bousculer les lignes en place, et donc on sera là aussi. C'est important pour nous aussi d'être là les 18 et 19 septembre. Alors allons un peu plus loin, le week-end d'après, où vous nous présenterez, Apolline entre autres, cet endroit au Circularium, Make and Transmettre. C'est chez vous, Salomé, votre petit atelier, immense atelier, en tout cas dans un immense espace, la place dédiée au textile. On va voir des images de ce lieu où on pourra venir, ce sera ouvert au public pour tester ce principe du tufting. Exactement, donc ça va être une initiation de 4 heures. C'est déjà des ateliers qu'on donne par ailleurs. Et puis là, on a décidé de l'articuler autour d'un personnage qui, pour nous, était assez important, de mettre en valeur une designer textile qui nous inspire. Et cette fois-ci, on va parler de Sonia Delaunay. Donc ça va être 4 heures où on va pouvoir pratiquer la technique du tuft, donc pouvoir faire du tapis, mais aussi pouvoir parler et échanger autour de ce que c'est d'être une femme dans la pratique textile ou même dans le design et l'art en général. Et c'est ça le principe de ces journées du matrimoine, Apolline, c'est essayer de lier l'héritage qui nous vient là d'une peintre des années 20. C'est à ce moment-là qu'elle a été fort connue. On va voir des images de Sonia Delaunay. C'est important pour vous de lier ça à des choses qui se passent actuellement, de montrer que y a cette transmission qui se fait et qui est réelle finalement, vu qu'on fait encore des tapis et des colorations avec ses méthodes. Clairement, pour nous, l'invitation de Make and Transmettre et leur participation, c'était éminemment juste par rapport à notre propos, parce qu'il y a cette articulation entre matrimoine historique, matrimoine contemporain. Il y a aussi cette idée d'être vraiment dans la pratique, en fait, de dire qu'il y a beaucoup de métiers en fait, qui participent à la transmission de ce patrimoine, que ce soit les métiers liés à la restauration, mais aussi les métiers d'artisanat. Et donc, très belle invitation, très belle initiative de leur part à découvrir le travail de cette peintresse incroyable qu'est Sonia Delaunay.
Alors, ce qui est incroyable aussi, c'est votre technique pour réaliser des tapis. On fait ça avec des guns, hein, on peut le dire clairement. On va aussi le découvrir en images. Le textile, une des manières de faire du textile, et c'est une manière qui s'est fort développée sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je crois. Donc, ce sont ces grands pistolets à fil qui nous permettent de faire des schémas, des motifs comme on le voit sur ces images. Ben, c'est ça qui nous a attirés, je pense, vraiment dans ces techniques-là. Déjà, c'est assez étonnant, un pistolet, voilà, vraiment un gun qu'on prend en main comme ça pour faire du textile, parce que le textile, ça se rapporte très doux, à la douceur, calme, lent, etc. Et ce pistolet fait du bruit, c'est rapide, c'est dynamique. Enfin, il faut savoir le tenir en main, il ne faut pas avoir peur aussi, parce que c'est parfois un peu quand on n'a pas l'habitude. Et je pense que ça, c'est aussi un truc qui nous a attirés dans cette technique, qui nous a rassemblés aussi, vu qu'on n'est pas toutes designers textiles dans l'équipe. Et clairement, c'est en vogue pour le moment, c'est assez dingue parce que, comme on peut le voir aux images, en fait, ça laisse une liberté de choix dans le motif, dans les couleurs, etc., qui sont énormes. Et donc, tout le monde peut s'y retrouver. Et c'est aussi, en fait, ça rend complètement accessible la technique. Alors que le textile, en règle générale, c'est quelque chose, on a vachement un cliché autour de ce rapport d'une technique très lente, fastidieuse, qui prend beaucoup de temps, où il faut être patient, etc. Et donc il y a beaucoup de gens qui s'en écartent. Et aussi, c'est une technique qui est très genrée. Le textile, voilà, on dit textile, on pense femme, parce que c'était des techniques, c'est des arts appliqués, c'est des arts décoratifs, c'est du domestique. Ça l'était à l'époque de Sonia Delaunay, c'est pour ça que nous, on a voulu parler d'elle. Et là, en fait, on apporte un truc super moderniste avec cette technique, parce qu'elle n'existait pas à l'époque de Sonia Delaunay. Enfin, à la fin de sa vie, oui, ça existait. Je ne sais pas si ça lui aurait plu, parce que je pense que beaucoup de gens dans le textile, ce qui nous plaît, c'est aussi que ce soit lent, que ça prenne du temps. Mais là, je trouve que cette technique permet d'attirer tout le monde, et des hommes aussi, dans notre atelier. Et à la fois, ça reste une technique, il faut quand même l'apprendre. On ne sort pas son gun d'un coup et on ne sait pas réaliser un tapis. C'est pas si simple que ça, et c'est ça qui est bien. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on a envie de savoir aussi, c'est est-ce que cette technique, ces possibilités, ces ateliers qui existent maintenant à Bruxelles vont pouvoir nous permettre de passer à côté de chaînes au niveau du textile où on sait que c'est pas hyper écologique, c'est pas du tout éthique. Est-ce qu'on peut s'imaginer que des tapis qui se retrouvent dans nos salons sont faits dans ces ateliers? Est-ce que c'est ça l'idée ou est-ce qu'on reste à un stade de fun, d'apprentissage, de découverte? Alors, à la base, ce qui nous a motivés dans cette création de la SBL, c'était clairement de pouvoir sensibiliser les gens au textile et à se poser des questions sur comment est-ce qu'on fabrique, combien de temps ça prend, etc. On a voulu articuler en ayant quelque chose qui soit à la fois ludique et à la fois éducatif, parce que d'être que dans l'aspect de l'écologie et de la pollution du textile, c'est très pesant. Donc en fait, l'air de rien, avec une technique très ludique, on peut attirer et commencer à parler de plein d'autres choses. Et nous, par exemple, là, pour le moment, on a travaillé sur une production où c'est que des chutes, c'est que des fins de stock qu'on a récupérées. Et donc, il n'y a pas un seul tapis qui sont les mêmes, enfin, ils sont tous différents. Et ça nous permet aussi d'être dans un procédé plus circulaire. Et il y a plein de paramètres dans lesquels on peut rentrer là-dedans. C'est l'idée du circularium où vous vous installez, donc les anciens bureaux de D'Ieteren où il y avait des milliers de voitures. Aujourd'hui, ce sont des coopératives qui s'échangent autour de l'économie circulaire. Alors, on va passer à un autre sujet qu'on pourra aborder lors de ces journées du matrimoine, peut-être moins artisanal cette fois. Mélanie Cao est plus dans la réflexion. C'est cet asioféminisme que vous avez envie de développer, que vous avez envie de partager, parce que ça ne l'est pas assez à Bruxelles et ailleurs. On parle de féminisme, on parle de féminisme intersectionnel, et vous sentez qu'au niveau des asio-descendants, descendantes, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir encore une place dans les débats, dans les discussions, dans les organisations et les collectifs qui existent. Je ne sais pas si c'est plus compliqué, mais en tout cas, c'est vrai que dans le féminisme actuel, il y a encore des angles morts et il y a encore des rapports de domination qui peuvent aussi subsister, et notamment pour les personnes racisées. Et donc, dans le cadre de cette activité,
L'idée, c'est vraiment de rendre compte de l'expérience et des récits en fait des femmes et minorités de genre asio-descendantes en Belgique et leur rapport à l'espace public notamment. En fait, la période de pandémie a été un moment vraiment de non pas juste d'explosion de racisme anti-asiatique, mais de visibilisation en tout cas, où il y a eu beaucoup d'agressions dans l'espace public. Que ce soit en Belgique et même dans d'autres pays, aux États-Unis notamment. Et c'est quelque chose qui a été assez peu traité finalement par les médias. Et donc je pense que c'est assez important justement de donner la parole à ces personnes minoritaires. Et donc ces récits sont déjà... Et c'est ça aussi le matrimoine, Camille, vous qui faites partie de ce collectif, l'architecture qui dégenre. Le matrimoine, c'est aussi politique, c'est aussi actuel et féministe. C'est pas seulement aller voir ce qu'on a hérité des femmes du passé. C'est être dans l'action aussi, que ce soit de manière militante en faisant des visites ou des activités, mais aussi de manière plus un peu de travail de l'ombre, travailler dans un peu cette question de comment est-ce qu'on documente aussi le féminisme, comment est-ce qu'on lui donne une histoire, comment est-ce qu'on fait en sorte que nos luttes, elles aient un écho aussi, dans le sens où... Et qu'elles fassent partie de l'histoire. C'est ça, exactement. Et qu'elles fassent héritage, finalement, pour les générations futures. On va écouter peut-être un extrait d'un podcast que vous allez présenter lors de votre atelier, Mélanie Cao, et qui explique bien ce que vous nous avez expliqué sur les discriminations que peuvent vivre ces personnes racisées. Écoutez. Et juste avant que les portes du bus ne se referment, en fait, ils m'ont craché dessus. C'était un incident raciste. Enfin, je crois que c'était l'attaque raciste la plus violente que j'ai eue, quoi, parce qu'on m'a déjà traité de, tu sais, Shintok, mangeuse de chien, tout ça avant, mais une attaque physique, une menace en fait d'agression, de vol, et encore il n'y avait pas eu de viol, tu vois. Déjà t'es contente, hein, t'es là en mode genre, oh, on n'a pas coché toutes les cases. Mais oui, le fait de se faire cracher dessus, c'était hyper déshumanisant en fait. Et vous ne comptez pas en rester là hein, après ce que vous allez partager lors de l'atelier. Vous êtes aussi en train de créer un collectif qui rassemble plusieurs personnes sur ces questions. Quelle place il va avoir? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce collectif? Alors c'est un collectif qui s'est en fait constitué déjà en 2020 pendant la pandémie, notamment suite à la montée des agressions et des actes racistes que visaient les personnes asiatiques. Et donc, il y a eu ce besoin d'articuler justement une réflexion pour les personnes qui vivent à la fois le sexisme et le racisme, et de se retrouver entre soi et d'échanger d'abord, et puis après de formaliser un collectif qui s'appelle les FAB, pour Féministes Asio-Descendantes de Belgique, et de faire à la fois des activités d'éducation à travers les réseaux sociaux, mais aussi des actions plus militantes, des collages, etc. À suivre, donc on peut vous retrouver déjà sur les réseaux. Alors la page est en cours de construction, mais oui, alors sur Instagram, ça sera les FAB, donc c'est les_FAB. Et la page, c'est lesfab.be et elle attend d'être mise en ligne. Voilà, pour en savoir plus sur ce sujet, si vous ne pouvez pas participer à l'atelier de Mélanie le week-end prochain. Pauline, comment vous sélectionnez les activités qui sont présentes lors des journées du matrimoine? Est-ce que vous avez des tas de demandes? Est-ce que vous devez faire une sélection, justement? C'est vous qui allez chercher? C'est en fonction des contacts, du réseau? Comment ça se passe? Alors la particularité très souvent, c'est que déjà le mot matrimoine, dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, c'est un néologisme, alors que ce n'est pas le cas. C'est un mot qui date du Moyen-Âge, mais donc peu de personnes s'identifient à travers le matrimoine. Donc c'est vrai que pour l'instant, on est assez proactive. On va chercher les personnes avec les réseaux féministes qui sont très riches et variés en Belgique et à Bruxelles, heureusement. Ça, c'est un premier geste, une première démarche qu'on fait. Et puis, depuis l'année dernière, on a un comité d'accompagnement qui nous accompagne dans cette sélection, dont Camille et Mélanie faisaient partie. Alors évidemment, pour le choix de leur propre activité, c'est pas elles qui votent, vous vous en doutez. Mais voilà, parce que pour nous, on a besoin de ces expertises variées, on a besoin de ces regards. On apprend aussi énormément. Faire une curation, une programmation, ce sont des choix politiques.
Et donc voilà, on espère dans les années à venir que ce sera des appels. Pour être de manière inclusive aussi. Exact. Et c'est un peu ce que vous apportez, Camille, dans cette organisation par rapport à votre activité qui s'appelle Queering Brussels et par rapport à votre travail que vous avez fait lors d'un mémoire d'études à la base qui s'interroge sur la place du sexe dans la ville. Alors expliquez-nous, c'est quoi votre mémoire en quelques mots? Alors, c'était un travail qui portait sur comment, en fait, des questionnements qui allient à la fois des problématiques queer et des problématiques aussi féministes, parce que c'est traiter du genre, pas uniquement dans la binarité homme-femme aussi, c'est traiter du genre au-delà de cette conception, et de voir comment une ville vécue par des personnes queer peut créer des problématiques qui sont invisibles à certains yeux. Donc, c'est-à-dire, ça peut traiter de choses très simples du quotidien, comme l'utilisation des toilettes, ou alors l'accessibilité à l'espace public, le sentiment d'insécurité. Et comment, en fait, toutes ces choses, elles peuvent aussi animer une recherche théorique, et comment on peut créer des outils pour des architectes et des urbanistes pour régler ces problèmes aussi. Parce qu'on vit dans une ville qui est capitaliste, qui est patriarcale. Patriarcale, ça veut dire que l'organisation est pensée pour que les hommes fassent la politique, fassent l'économie, fassent la religion aussi. Ça, on le sait, ce n'est plus à étudier, c'est assez clair. Et donc, quelle place à donner aux minorités de genre, aux orientations sexuelles différentes que l'hétérosexualité? C'est là que vous venez en tant qu'architecte essayer de repenser aussi les modèles et l'urbanisme. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer justement? Est-ce qu'il y a une solution qui pourrait être magique en termes d'urbanisme ou d'architecture, quelque chose qui pourrait faire évoluer les choses dans le bon sens? Il n'y a pas de solution magique, évidemment, mais il y a des outils ou même juste des attitudes qu'on peut avoir quand on a un pouvoir, que ce soit décisionnel ou même pouvoir d'actif pour pouvoir manifester. C'est juste d'être un peu attentif à certaines choses, faire preuve d'une bienveillance aussi, de comprendre qu'on n'évolue pas tous dans les mêmes schémas, que ce soit des questions liées à notre sexualité ou à notre genre, choses sur lesquelles moi je me focus. Et que rien qu'en portant un regard un peu différent et une attention, on change beaucoup de choses déjà. Je pense à, par exemple, Camille un jour m'avait expliqué, tu sais, en cours d'architecture, on a appris qu'à dessiner des maisons unifamiliales pour des familles hétérosexuelles. Mais rien que ça, en fait, c'est tellement déterminant dans notre quotidien. Et donc intéressant de se pencher sur ces spécificités-là. Et que ça fasse partie aussi des études et de ce qu'on apprend. Alors votre activité, Camille, ce sera proposer un parcours dans le centre-ville. Vous allez commencer place de la Bourse. C'est un endroit où vous ne vous sentez pas safe, vous ne vous sentez pas en sécurité. Expliquez-nous. Alors la place de la Bourse, c'est ce que je dis aussi pendant la visite, c'est pour moi un peu l'exemple le plus prenant de la domination masculine et aussi donc ce sentiment d'insécurité qu'on peut avoir quand on est soit une femme, une minorité de genre ou même un couple homosexuel, qui fait qu'il y a vraiment une manière dont la place est organisée qui fait qu'il y a un peu une sorte de dynamique entre des gens qui regardent, des gens qui passent. Et ce sentiment d'insécurité, il existe dans beaucoup d'endroits en ville et c'est pour ça qu'on a en fait une vision en fonction des oppressions, des discriminations qu'on peut vivre d'une ville qui sont différentes. Il y a des endroits un peu de non-passage et des endroits au contraire qu'on peut considérer comme plus safe. Quoi. Il y a des rues, il y a la rue Marché au Charbon qui est safe peut-être plus déjà pour les hommes cis homosexuels, peut-être moins pour les femmes. Donc, c'est ce que vous allez expliquer lors de votre activité, les endroits où on peut se sentir bien en tant que personne queer, où c'est plus compliqué et pourquoi, évidemment, toujours avec une explication et se sentir dans la peau d'une personne queer lors de votre visite. Ce sera à faire donc lors des journées du matrimoine comme plein d'autres activités. Allez voir le programme sur Internet. L'idée aussi, Apolline, c'est de cartographier tous ces lieux hérités des femmes, d'avoir une carte, on la voit à l'écran, avec tout ce qui est important et ce qu'on oublie peut-être de dire qu'il y a un héritage féminin là parce qu'on est dans une société patriarcale. Ouais, alors c'est un chantier assez pharaonique de cartographier ce matrimoine, mais donc chaque année on met 10 lieux en lumière. 5 figures aussi, à travers nos affiches en lumière. Qu'on a vu dans le courant de cette émission. Oui.
Exactement. Et donc pour nous, ces lieux, ils sont importants parce qu'ils permettent de matérialiser dans la brique, que ce soit le circularium ou que ce soit au contraire la bourse qui n'est pas une bonne matérialisation des choses. Tout ça, c'est très tangible aussi, même s'il y a des choses intangibles dans notre patrimoine. Mais donc, on a aussi envie d'inviter le public à prendre place dans cette rue, à occuper cet espace et à le revendiquer. Et c'est entre autres à ça que servent ces cartes. Le public, et pas seulement les hommes, les femmes, les minorités de genre aussi, qui ont moins de place définie, pensée. Et il y a plein d'exemples. Camille, je tiens à préciser aussi que votre mémoire est disponible en ligne. Donc c'est possible d'aller le consulter et se renseigner sur toute votre recherche, parce qu'évidemment, on n'a pu dire qu'un tout petit morceau de ce que vous avez étudié et ce que vous avez publié. Merci à toutes les quatre d'avoir été notre invitée. On vous retrouve donc lors des journées du matrimoine. Avant ça, on retrouve Apolline aux Héritage Days. C'est déjà ce week-end. Il faut s'inscrire, reste de mesures Corona. Donc sachez-le, inscrivez-vous. C'est le cas aussi pour les journées du matrimoine, Apolline, les inscriptions obligatoires. Il reste encore quelques places et les inscriptions sont obligatoires. Donc je vous invite à venir sur www.journeedumatrimoine.be. Merci à toutes les quatre. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement. Très belle soirée.